Bienvenue à tous dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour décrypter les marchés sur Bismart. Et au sommaire, ce soir, c'est l'attentisme qui domine sur le CAC 40. L'indice phare de la Bourse de Paris a débuté la semaine dans le vert, effaçant la perte de la séance des 4 sorcières de vendredi dernier. Et la dynamique positive s'est maintenue cet après-midi après l'arrivée des investisseurs US. Le CAC 40 a dépassé la barre des 7700 points dans des volumes plutôt faibles qui témoignent de l'attentisme des investisseurs à 6 jours des législatives maintenant. C'est la dernière ligne droite pour les marchés avant l'échéance électorale de dimanche. La prudence domine. Au sommaire également, le statu quo sur le spread des obligations françaises par rapport à leur équivalent allemand reste assez élevé. Il s'est stabilisé entre 0,70% et 0,80%, un niveau au-delà de celui constaté pré-dissolution qui était légèrement inférieur à 0,50%. Ce thermomètre de la tension sur la dette française sert également maintenant de baromètre du risque politique en France depuis le 10 juin. Il reste donc particulièrement scruté par les investisseurs. Voilà pour les sujets du jour. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler avec nos invités de Planète Marché. Et enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, je recevrai dans Marché à thème Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre de la FinTech AI4 Alpha, qui réalisera pour nous l'analyse et le décryptage des marchés financiers à l'aide de ces outils d'intelligence artificielle. Mais tout de suite, avant d'accueillir nos invités, un retour sur les infos clés du jour avec Pauline Gratel, Tendance Mon Ami en ouverture de Smart Bourse. Alors Pauline, que s'est-il passé sur les marchés en ce début de semaine ? Alors l'ensemble des bourses européennes est dans le vert ce lundi. Le CAC 40 reprend des couleurs et dépasse même les 7700 points. À la une aujourd'hui, c'est Eurofins Scientifique qui signe la plus forte baisse du CAC 40, du SRD et du SBF 120. Le titre plonge de plus de 22% au cours de la séance. Le cabinet Muddy Waters s'est positionné à la vente sur le titre ce matin en expliquant, je cite, « La confusion et les contradictions inhérentes à ses finances et à ses opérations nous font penser que le groupe est optimisé pour les malversations plutôt que pour les affaires conventionnelles. Au mieux, Eurofins a un actionnaire majoritaire parasite qui siphonne l'argent de l'entreprise depuis 2 décennies. » Des choses à noter dans le reste de l'actualité, Pauline ? Oui, Valneva a fait savoir que son vaccin à injection unique contre le virus du chikungunya a été approuvé par l'agence réglementaire Santé Canada. Le titre Valneva grimpe de 8%. Dans la mode, Shein a déposé début juin une demande confidentielle de cotation à Londres, ont déclaré 2 sources à Reuters. Cette demande de cotation intervient alors que la société s'est trouvée confrontée à des obstacles pour sa cotation aux États-Unis. À Wall Street, Apple ouvre à l'équilibre malgré que la Commission européenne a déclaré que les règles de l'App Store ne respectent pas la réglementation en matière de concurrence de l'Union européenne. Enfin, un mot sur le Bitcoin qui est repassé brièvement sous les 60 000 $, son plus bas niveau mensuel. Dans son sillage, l'Ether chute également, tout comme les sociétés liées aux cryptos. Coinbase cède 3% à l'ouverture de Wall Street. Et du côté du marché obligataire, Pauline ? Alors, le rendement de l'obligation française à 10 ans est stable, environ 3,15%. Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans tourne autour de 2,40%. Le spread entre ces deux obligations est stable à 75 points de base. Et côté des indicateurs, l'indice allemand IFO a déçu aujourd'hui. Oui, il ressort inférieur aux attentes et au mois précédent pour le mois de juin à 88,6 après 89,3 en mai. Les investisseurs tablaient sur une légère amélioration. Et quel est le programme pour demain ? Alors demain, la journée sera rythmée par la publication de la confiance des consommateurs du Conference Board de juin. Toujours aux États-Unis, mais côté micro, FedEx publiera ses résultats annuels avant bourse. En Europe, l'estimation finale du PIB espagnol pour le premier trimestre sera publiée. Merci Pauline. Tendance Mon Ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter l'actualité des marchés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Alexandre Hezet, stratégiste groupe Richelieu. Bonsoir Alexandre, merci d'être là. Merci également à Yves Maillot, président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir.
Et puis, enfin, merci à Nicolas Brault, directeur associé au Tingres Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir merci Clémence. d'être là. Alors, on va commencer avec le spread. Et la réaction du marché obligataire face au risque politique. Alors, on l'a vu, effectivement, il est relativement stable aujourd'hui, après avoir évidemment été au centre de toutes les attentions la semaine qui a suivi la dissolution. La dernière adjudication s'est pas trop mal passée, plutôt très bien même. La prochaine, ça sera entre les deux tours. On verra ce que ça donne. Est-ce que le marché a pris la mesure du risque politique, le marché obligataire? Votre avis, Nicolas, on commence par vous. Je dirais instantanément, le repricing à la hausse du rendement français, oui, tient compte du risque. Est-ce qu'il tient compte du risque futur, de tout ce qu'on ignore? Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, je vais vous dire non. On retrouve avec, en grosso modo, 80 points de base d'écart avec l'Allemagne, un spread qui nous rappelle l'incertitude des présidentielles de 2017. Ouais. Jusqu'à présent, c'est, je dirais, en phase avec les risques passés. Ils nous paraissent toujours d'une autre nature. À l'époque, c'était le président. Il y avait le risque d'avoir au deuxième tour Mélenchon-Le Pen, déjà ces noms-là. On connaît la suite. Aujourd'hui, il y a 3 scénarios possibles. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. La presse s'en fait l'écho et tout le monde se pose ces questions-là. Donc je dirais qu'à ce stade, le risque de crédit price bien ce qu'on imagine être le scénario central, peut-être, d'une incertitude qui perdure et pas une rupture ou un énorme choc. Maintenant, en stress potentiel, dans les hypothèses diverses de résultats électoraux, le spread peut augmenter. On peut très bien aller à 100 points de base ou 110 points de base. C'est absolument quelque chose qui, à mesure qu'on s'approchera probablement du deuxième tour, est quelque chose qui peut être envisagé. D'accord. Donc de la volatilité à prévoir. Votre avis, Yves? Que dire de plus d'instructif, d'intelligent? Je dirais qu'effectivement, ce qu'il faut suivre, on l'a bien compris, c'est le spread entre l'OAT et le 10 ans allemand. On a vu, d'ailleurs, il faut signaler que contre les autres signatures souveraines européennes, des choses assez sympathiques, le terme est malvenu, mais on a vu par exemple le taux du 10 ans français passer légèrement au-dessus du taux portugais. Oui, tout à fait. Quand on se rappelle, on se remémore les crises précédentes, c'est assez symptomatique. Oui, tout à fait. Quand on regarde l'écart maintenant entre 10 ans allemand, 10 ans français et 10 ans français et 10 ans grec, non, mais on est la plus près, France emprunte plus proche du Portugal que l'Allemagne. Oui, alors tout ça, pour être un peu plus rassurant, se fait sur des niveaux de taux qui sont historiquement encore nominalement faibles. Sachant qu'une remontée forte, et c'est ce que craint le marché, ce que craignent tous les investisseurs, de ce taux de financement pour l'État, serait bien plus, percutant et néfaste aujourd'hui, compte tenu de notre situation budgétaire. Bien sûr, on est déjà très et donc la sensibilité. Alors c'est quelque part quelque chose d'inquiétant et de rassurant. C'est ça. Parce que les principaux garde-fous à cette situation, c'est l'impossibilité durablement de faire n'importe quoi, en dépit de ce qui est annoncé au niveau des programmes. D'accord. Donc alors les marchés vont servir de garde-fou parce qu'on ne peut pas se permettre... ou alors c'est dans 3 mois le FMI et une situation... donc aucun gouvernement, même dans les plus extrêmes, ne souhaite quand même, je pense, se situer rapidement dans ce type de situation. Il faut rappeler aussi que la dette française est quand même détenue à plus de 50% à l'étranger, donc il y aura une sanction qui sera quand même assez immédiate. C'est ça. C'est de savoir si avoir effectivement ses créanciers à l'étranger, c'est une force ou une faiblesse. Pendant longtemps, on a dit que l'Italie, effectivement, c'était des détenteurs locaux, donc c'était une force, ça ne l'a pas été. Mais on peut imaginer que si on a des détenteurs étrangers, ils peuvent sortir assez rapidement pour se positionner sur d'autres dettes alternatives. On parlait du Portugal, alors c'est plus petit, mais l'Espagne, pourquoi pas l'Italie ou une autre devise. Donc ça peut être une faiblesse. C'est vrai que la France, c'est quand même un des cœurs obligataires sans risque au niveau mondial. Pour les Japonais aussi, qui achètent énormément de dettes souveraines
allemande, américaine et évidemment française. Ouais. Alors on a beaucoup de dettes, donc on a beaucoup de choix, mais ça peut être un risque. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de spread, mais en absolu, la dette pour l'instant a plutôt été stable en termes absolus, puisque finalement les taux obligataires ont plutôt baissé paradoxalement, alors qu'on aurait pu croire qu'il y allait avoir une montée. Il y a eu une espèce de flight to quality pour la dette allemande qui a fortement baissé, ce qui a un peu surpris tout le monde. Il est vrai qu'on est quand même dans un contexte où on est sur des baisses des taux qui vont être régulières de la Banque centrale. Il y a vraiment des flux réguliers sur les taux d'intérêt. Oui. Donc c'est un peu une chance actuellement. Si on avait eu la même chose il y a 2 ans, là ça aurait été très, très compliqué. Il y avait des retraits assez massifs. Et là on est dans une situation qui globalement pour le marché obligataire est positive. Après il y a l'aspect français. Comme on l'a dit, c'est 75-80 BP, c'est ce qu'on avait au présidentiel. Savoir si oui ou non ça peut éclater, en fait on ne sait pas. On voit si on reprend des exemples quand même sur des pays qui étaient cœurs, alors l'Italie a toujours été problématique, mais à la fois Berlusconi, évidemment que le marché rééquilibre tout ça, mais avec violence quand même. Oui. On se rappelle de Berlusconi en 2014 qui a été obligé de faire une lettre à la Banque centrale. On se rappelle de la première élection de la Ligue du Nord qui a été quand même en début 2018 une hécatombe pour les marchés italiens. Et la troisième tour, en tout cas la troisième fois pour la droite extrême, ça a été complètement différent parce qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas être trop non européen, etc. Parce qu'ils ont eu l'habitude du pouvoir et puis ils ont testé, ils ont loupé. Là en France, le véritable doute, c'est que c'est un parti qui n'a jamais été au pouvoir. Oui. En tout cas, les 2 partis n'ont jamais gouverné. Oui. Et donc, ils peuvent être un peu comme des petits nouveaux, tester le marché en disant on est plus fort que le marché puisqu'on est la voix du peuple, comme on l'a fait en Italie. On a l'épisode Liz Truss en Angleterre. Là, c'est pareil. Je dirais, elle a testé. Ça a été vraiment... On était au point de la rupture. Les fonds de pension ont failli éclater. Il a fallu que la Banque centrale intervienne. Et là, exactement comme ce qui s'est passé en Italie, on avait la Banque centrale anglaise, mais là, on n'a pas la Banque centrale européenne. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne va pas agir en disant pour sauver la France. Ça, c'est hors de question. Donc, le vrai doute, il va être là. Comment ça va être géré, comment les Européens derrière vont vouloir aider la France ou pas. Enfin, donc tous ces doutes font que finalement c'est un niveau d'équilibre 80 BP, mais ça peut aller beaucoup plus loin si les marchés décidaient à un moment de mettre une croix sur la France, en tout cas pour rééquilibrer, parce que le rééquilibrage le fait jamais. Il y a le fameux outil anti-fragmentation, mais la BCE a dit qu'elle l'utiliserait pas. En revanche, là, ce qu'elle a déjà fait, c'est la procédure à l'encontre de la France et d'autres pays pour le déficit public qui est trop élevé. Alors ensuite, des sanctions, normalement, il y en a de prévues, elles n'ont jamais été appliquées. Et ceci dit, est-ce que les circonstances là vont faire que... Il y a 2 possibilités pour un pays, effectivement, pour faire appel à la Banque centrale. La France, effectivement, n'est pas du tout dans les conditions de ces 2, notamment en termes de déficit, de rigueur, etc. Donc, la France ne peut pas faire appel à ces processus. Donc, elle est finalement elle sera contrainte par le marché. Voilà. Et quand même, le principal budget de la France va être la charge d'intérêt. Et effectivement, les taux sont bas, mais beaucoup plus bas que les 10 dernières années. Et à des niveaux de dette actuels, parce que finalement les États se sont vraiment se sont endettés fortement, les niveaux de dette sont... Et donc il y a une espèce, comme en Italie, on regardait l'Italie en disant 120% de dette sur PIB, c'est énorme quand on en avait 60-70. En fait, il y a un effet autoréalisateur. Plus les taux montent, plus les risques sur la dette augmentent, parce qu'évidemment, plus la charge d'intérêt. Ce qu'on n'avait pas connu avant, cet effet autoréalisateur. D'accord. Le risque politique, lui, est-ce qu'il est bien pricé par le marché action ? Nicolas, vous voulez en toucher un mot ? Parce que, Oui, mais écoutez, je dirais qu'historiquement, la politique, les marchés s'en fichent un peu. Oui. Et que ce soit pour la dette obligataire ou pour les actions, moi, je m'inscris plutôt dans un scénario où il y a des risques de rupture. Oui. Tout le monde les a en tête. Voilà. Le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas une vraie rupture, mais c'est une étape de plus dans une déchéance dans laquelle notre pays, l'Europe, est inscrite, je crois. Et donc, c'est beaucoup plus dans la durée. Il y a le scénario dans le mois qui vient, évidemment, dans les 15 prochains jours. Oui. Et puis, au-delà, un risque sur le positionnement de l'Europe. Il y a des boîtes formidables en Europe, mais ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de croissance.
Là, il y a un narratif qui nous explique que la croissance est à la veille de réaccélérer, de bien se comporter. Donc, je vais être dans le camp plutôt des sceptiques. D'accord. Et en termes de trajectoire budgétaire, la France, on l'a dit tout à l'heure, on rentre cette fois-ci dans les pays du Club Med. Bien sûr. Les pics vont se transformer en pics. L'Espagne est à 7 points de base de plus que nous. L'Italie, on est à mi-chemin entre l'Italie et l'Europe. Et c'est plus ça que je crains. Donc je vais vous tenir un langage un peu désabusé. Alors après, sur le marché equity, il est fonction de ce qui se passe sur le marché obligataire. Bien sûr, il est fonction de ce qui se passe sur la croissance et sur la séquence des résultats. Donc j'imagine qu'on y reviendra. Mais je crois qu'il faudra regarder avec une très grande attention les publications du premier semestre. Oui, et notamment les signes d'accélération tant attendue, il me semble, au niveau des carnets de commandes et des volumes. D'accord. Ce point sur lequel j'affiche un certain scepticisme. Voilà. Il y a des sujets de stock qui traînent depuis quelques trimestres, mais on sait tous qu'avec des effets volumes dont on ne sent pas qu'ils sont en train de réaccélérer, notamment dans le cas français, on l'évoquait hors plateau tout à l'heure. Voilà, beaucoup de sélectivité, ça ne veut pas dire prudence sur toute la ligne, mais dans cette période-là, au-delà des élections, je pense que la période milite pour une sélectivité et une grande prudence. Et la micro pourra prendre le pas sur la macro d'ici quelques semaines, même dans le contexte actuel. On espère tous, je pense, pour ce plateau, que la micro prendra le pas sur les sujets politiques. Ouais. Mais de toute façon, oui, c'est bien ce qu'on regardera pour le reste de l'année. Et l'image à milieu d'année, c'est déjà une image où on a envie de se projeter sur 2025. Oui, c'est vrai. Alors que le narratif depuis le début de l'année, c'est, vous allez voir, au deuxième semestre, ça va aller mieux. Oui. Donc voilà, ça va être cet équilibre difficile à trouver entre besoin de satisfaire le court terme et des indicateurs d'une certaine fermeté du business pour l'année en cours. Et puis, de quel élément dispose-t-on pour se projeter sur 2025 ? D'accord. Ok. Yves, votre avis, vous ? Oui, non, moi j'adhère à tout ce qui était dit. Il faut bien distinguer ce qui se passe à très court terme et puis les impacts de ce qu'on vit, qui est le résultat d'une histoire, d'une dégradation de la gestion de nos finances publiques et puis de tout ce qu'on n'a pas fait en termes d'investissement. Oui, aussi. Et on voit les divergences s'accroître. Pas seulement entre la France et les États-Unis, mais aussi entre la globalité de l'Europe, l'Union européenne en tout cas. Il y a des pays qui fonctionnent bien en Europe. Donc il faut regarder ça comme ça. Ensuite, pour répondre plus précisément, ponctuellement à votre question, la réaction qu'on a connue il y a 15 jours sur le marché, elle est logique et finalement assez timide si scolairement on regarde ce que racontaient les principaux partis en tête. Oui, si on regarde parce que si on regarde les programmes, moins 6%, c'est pas tant que ça. Voilà, ce qui montre que les marchés finalement se sont dit on les connaît, ces Français ils racontent des trucs, mais bon, on va pas trop les croire. Etc. Voilà. Et là, le marché est dans une phase un peu entre deux eaux d'attente pour voir vraiment ce qui va se passer. Et puis on voit très bien, c'est pas plus tard que ce matin, les principaux partis en tête, le Rassemblement national, on voit bien le discours de plus en plus converger avec ce que attend le marché, en tout cas tous les investisseurs. Voilà. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui rassure. Après, il faudra voir dans la matérialité. Donc, à cet égard, on comprend que le marché a une réaction logique par rapport, effectivement, à l'évolution du spread de taux. Mécaniquement, les taux montent, ce qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs, c'est le spread qui s'est élargi. Ça renchérit le prix des actions, mais on sait très bien que c'est jamais synchrone, ce mouvement de prime de risque. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est assez logique ce qui se passe. D'accord. Alexandre, votre avis ? Juste pour compléter, l'avantage, on parlait du Club Med tout à l'heure, mais les États-Unis sont autant dans le Club Med que nous, au vu de leur déficit public, alors même qu'ils sont en pleine croissance, c'est assez rare. Et deuxième chose, c'est vrai qu'on se focalise sur la France, mais le reste de l'Europe, à part il y a deux malades en Europe, c'est l'Allemagne et la France. Le reste, quand on voit les indicateurs PMI, que ce soit sur les services ou l'industrie, ils vont plutôt dans le bon sens sur l'ensemble des pays hors France et Allemagne. Donc en fait, tous les autres pays vont mieux. Et
en termes d'actions, effectivement, que les actions françaises peuvent chuter, et notamment certains secteurs qui sont très centrés sur la France, enfin le secteur bancaire par exemple, la construction, etc. C'est eux qui ont d'ailleurs chuté le plus lourdement, mais en fait les autres valeurs qui sont plus liées à l'Europe et au monde seront de toute manière moins touchées. Après, il y a d'autres narratifs qui vont arriver. Ce qui est assez, je trouve, intéressant, c'est de voir l'enchaînement 2024, c'était une année électorale incroyable, hein, 60% du PIB mondial. Oui. Non, alors dès le départ, alors qu'on n'avait pas prévu ni les élections britanniques, ni les élections françaises. Donc là, ça. Et à chaque fois, les élections, elles se sont moins bien passées quand même à chaque fois. Hein. L'Inde, alors c'est revenu, mais ça c'est moins 6% en une journée. On a eu l'Afrique du Sud, on a eu le Mexique, on a eu Taïwan. Ça n'a pas été une réaction formidable. Après, ça a remonté. Mais donc, et puis là, on a les élections européennes qui, normalement, l'Europe en 2024 était immunisée en termes électoraux. Les élections européennes, tout le monde s'en fichait complètement, ça n'a jamais eu d'impact. Et là, d'un coup, eh bien, ça remet une pièce dans la machine. Donc, après les élections européennes et les élections en Grande-Bretagne, il n'y aura plus rien jusqu'au 4 novembre. Et là, on va se refocaliser sur le 4 novembre et ça va recréer des dissensions, enfin en tout cas des questionnements par rapport à une nouvelle Europe qui est plus à droite et tout l'environnement, on va dire, commercial au niveau mondial entre d'un côté la Chine, les États-Unis et évidemment l'Europe qui risque de pousser. Et là, ça va être peut-être plus compliqué sur les élections présidentielles américaines qui vont en plus remettre ces questions sur la globalisation et les taxes douanières notamment. D'accord. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qu'on achète ? Est-ce qu'il faut regarder la France ? Est-ce qu'on se dit moins 6%, ça a beaucoup baissé, il y a des dossiers intéressants ? Est-ce qu'il faut aller ailleurs en Europe ? Est-ce qu'on va vers les US ? Alors, on est toujours vers les US. C'est vrai qu'on n'a pas changé d'avis parce qu'on a vu que c'était complètement immunisé. D'ailleurs, le marché US n'a cessé de monter, voire même à monter. Après, le marché US est aussi fragmenté parce que si vous enlevez quelques valeurs, c'est plus la même chose. Le marché américain est dans une situation où, en tout cas, l'économie américaine est en train en termes de croissance, de baisser régulièrement. Le marché de l'emploi, même s'il montre des chiffres forts, quand on regarde dans les détails, c'est en train de se détériorer. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'on va avoir aussi des baisses de taux, une ou deux cette année. En Europe, évidemment, hors France, il y a quand même de la croissance et elle n'est pas véritablement inflationniste, donc la Banque centrale va pouvoir baisser ses taux. C'est quand même un flux supplémentaire pour la distribution de crédit. Et puis, dans les pays émergents, si on imagine que les États-Unis vont un petit peu moins bien, parce que c'est vraiment le pays qui est à part du monde, on peut imaginer que sur certains pays émergents, on peut avoir, suite à une baisse du dollar, en tout cas une pression un peu moins importante sur les taux d'intérêt, des pays émergents qui vont aller un peu mieux et qui sous-performent depuis des années. Donc il n'y a pas de volonté chez nous, en tout cas chez Richelieu, d'être négatif sur les actions pour l'instant. On a juste abaissé pour le risque au lendemain des élections tous les actifs français pour se repositionner soit sur les actifs européens ou soit effectivement sur les actifs américains ou émergents. En particulier, les secteurs, nous on est très prudents on aime bien les secteurs de croissance quand même, donc effectivement tout ce qui est technologie, on est assez présent. On est assez circonspect sur le secteur bancaire qui était un secteur qui était le best performer de l'année avant les élections, et c'est vrai que ça peut, on le disait tout à l'heure, finalement le marché peut acheter le fait qu'il y ait plus de décisions prises parce qu'il y a une coalition en tout cas, et donc on pourra avoir une montée, en tout cas un retour des valeurs qui ont souffert vraiment avec ces informations, mais nous on préfère rester en dehors du marché français pour l'instant et des valeurs très sensibles à l'économie française. D'accord. Yves, l'allocation d'actifs là, entre les grandes places boursières mondiales. Les États-Unis sont là, quelques ratios qu'on regarde. Alors, certes, on parle beaucoup de la concentration de la performance et du marché, qui est une réalité, qui correspond à un vrai, un vrai changement, une vraie rupture sur certains domaines dans la technologie, qui apporte une croissance qui est très difficile à mesurer. On est peut-être pas, mais sans doute à un niveau de valorisation, suffisant sur des titres comme Nvidia. D'accord. Les PE ne sont pas trop élevés sur Nvidia. Jusqu'à présent, je vais même être provocateur. On aurait regardé il y a un an le taux de croissance et le PE d'Nvidia. La bonne analyse, c'était de dire que c'était value. D'accord. Eu égard à la vitesse de progression du chiffre d'affaires et qui va encore durer quelques temps.
Oui. Maintenant, le marché anticipe. Donc là, c'est très, très difficile parce que les vitesses et les accélérations sont telles qu'il y a un moment donné, si on veut jouer vraiment les mouvements de marché sur ce type de valeur, après avoir raté une partie de la hausse, bon nombre d'investisseurs vont sûrement se fracasser sur le plafond. Ouais. Ça, c'est un peu inévitable. Mais moi, ce qui me rassure un peu sur le marché américain, c'est que quand on dit qu'il y a forte concentration, on peut regarder les choses dans l'autre sens et constater qu'il y a pas mal de valeurs encore très intéressantes qui sont finalement, je ne vais pas dire en retard, mais plutôt intéressantes. D'accord. Les rattrapages peuvent se faire. Intéressants et ça vaut le coup d'y aller. Voilà. D'accord. Et comme c'est un marché qui concentre au niveau mondial, j'allais dire sur les plusieurs blocs aujourd'hui, l'essentiel de l'innovation, de la croissance, et où l'argent se trouve pour investir. Oui. C'est ça qui fait cruellement défaut à l'Europe. Oui. Voilà, à force de financer des déficits et des dépenses et du gaspillage, on se rend compte aujourd'hui que voilà, on met pas l'argent là où il faudrait qu'on la mette. D'accord. Et aux États-Unis, c'est pas exempt de reproches, évidemment, ils ont un déficit énorme, mais ils ont quand même beaucoup mis dans l'investissement. Pour refroidir un peu le tableau américain, c'est qu'Alexandre a mentionné les élections américaines. En fait, elles sont en novembre, mais enfin, pour moi, c'est déjà un sujet. Là, on rentre dans la phase où on va commencer. On va avoir le premier débat. Il y a le premier débat Biden combat de boxe semaine, jeudi. Donc, ça y est, c'est sur le tapis. Oui. Ça vient s'entrechoquer avec les événements politiques en Europe. Et donc, second semestre, on peut quand même penser qu'il va falloir être relativement prudent et dire est-ce qu'il faut investir en Europe, en France, parce qu'on a eu un décalage. Probablement, il n'est pas suffisant. Il faut mieux attendre une éventuelle bonne surprise, acheter un peu plus haut ou attendre des cours plus favorables. Et surtout, dans des environnements qu'on pense plus volatiles dans les semaines et mois qui viennent, la règle, c'est toujours d'y aller de façon fractionnée pour éviter d'avoir un trop mauvais timing. Les choses sont force est de constater, vont être beaucoup moins évidentes que sur les 2 ans passés. Oui, ça c'est sûr. Donc, et en France, il y a des dossiers que vous regardez ou pas? Moi, j'évite toujours soigneusement tout ce qui touche de près ou loin, effectivement, aux commandes publiques, où l'État est vraiment investi. Et effectivement, à l'exception de sociétés de petite, moyenne taille qui ont beaucoup souffert et qui sont en général domestiques, mais j'évite quand même plus secteur bancaire et les secteurs vraiment franco-français. Donc là, ce sont les sociétés peu sensibles aux domestiques qui ont le mieux résisté. Oui, bien sûr. Ouais. Ça risque de rester quand même un peu d'actualité, à mon sens. Voilà. Dans les mois à venir. Alors, Nicolas, votre avis sur la question, vous? L'Europe, est-ce qu'il y a encore des dossiers à regarder? Est-ce qu'il faut aller ailleurs en Europe? Est-ce qu'il faut acheter à part du monétaire? Oui, à part du monétaire. Cash is king en ce moment, mais bon, qu'est-ce qu'on peut regarder? Je vais essayer de répondre. D'abord, quand on regarde le sujet électoral français, qui est le cœur de l'actualité du moment et de cette émission, on a l'impression que c'est un non-événement pour les marchés. Oui, parce Alexandre l'a dit tout à l'heure, Wall Street ni ne vit ni ne meurt, en tout cas au regard de ces événements-là. C'est le sort d'NVIDIA ou des sujets de la croissance aux États-Unis l'emporte. Le sujet français n'importe pas. Et vous regardez l'Eurostoxx, c'est le non-événement total. Oui, idem aussi sur l'Europe. Donc, considérer que ça crée une opportunité d'achat, pas pour ça en tout cas. Puisque ça n'a pas fait baisser, je vois pas pourquoi ça ferait monter. Au demeurant, si le cas archi improbable, puisque personne ne le prévoit, le président actuel l'emportait, c'est sûr que ça remonte comme une soupape de soulagement, mais immédiatement. Les spreads, on ne va pas faire de fiction. Voilà. Donc après, on se retrouve avec des dossiers qui ont perdu 10-12% sur leur plus haut. Et je rejoins absolument ce qu'a dit Yves, mais parce qu'on a des décennies, malheureusement, d'expérience et de déchéance. Plus on est loin de l'État, mieux on se porte. Plus on est loin d'un État actionnaire, mieux on se porte. Et puis on va toujours faire une exception, peut-être, dans l'armement, parce qu'on ne peut pas être indifférent et insensibilisé, désensibiliser à la commande étatique ou au rôle de l'État dans le capital de certaines grandes sociétés françaises.
Le régulateur, déjà, nous fait subir une loi c'est très bien d'avoir des régulateurs, hein, mais en tant qu'actionnaire et représentant de minoritaires, plus on est loin de tout ça, avec des politiques dont la parole d'aujourd'hui n'est pas la même que la semaine dernière et va encore évoluer d'ici la semaine prochaine, on ne peut pas sérieusement bâtir quelque chose. Maintenant, s'il y a des dossiers qui ont baissé et qu'on aime plutôt, par exemple des Veolia ou des choses comme ça, ça pourrait rentrer dedans. C'est pas la dernière occasion non plus d'en acheter. Hein. Il se trouve que si scénario qui n'est pas pour l'instant un scénario dominant, mais si le deuxième semestre devait être marqué par un reflux des taux longs, les utilities qui commencent à mieux se comporter depuis, on va dire, le mois de mai, pourraient être un endroit de protection relative. D'accord. Voilà, ça donne une piste. Ou pour dire les choses autrement, des segments défensifs, pas sûr comme ils sont chers aussi, pas sûr qu'on soit complètement protégé, mais on traversera mieux les éventuelles turbulences qui sont à venir. Et je rejoins ce qu'a dit Alexandre, le menu principal de l'année, en tout cas au plan politique, et ses conséquences globales, c'est l'élection américaine. Hein. C'est la seule qui compte. Là aussi, il n'est pas certain que l'un soit meilleur ou pire que l'autre. Hein. L'économie reprend ses droits. Mais en revanche, on va avoir une période aussi de surenchère, d'instabilité et d'inconnu. Ça va amener de la volatilité sur les marchés, ces élections américaines. La volatilité, c'est un sujet dont on parle depuis 6 mois en disant elle va remonter et elle ne remonte jamais réellement. Donc, ce serait logique. C'est raisonnable de dire ça. Voilà. D'accord. OK. Et sur les émergents, vous pensez que 2024, deuxième semestre 2024, ça peut être une opportunité ? Pas particulièrement. Pas particulièrement, non. Il fallait être actionnaire d'Inde depuis 2 ou 3 ans, mais pas aujourd'hui. D'accord. Tout ça est cher. La Chine, on n'y voit quand même pas grand-chose. Hein. On aime beaucoup la Chine. Hein. On a énormément... Ça, c'est un vrai sujet en global macro pour le marché européen. Il y a énormément d'entreprises européennes qui ont des positions de poids et de qualité en Chine. Et en termes de contribution au profit, c'est aussi un marché qui a été profitable. Hein. Alors ça va vite. Honnêtement, les sons qui sont émis de Chine sont pour le mieux neutres ou contradictoires. Il y a des choses qui continuent à se dégrader et la confiance du consommateur ne montre pas beaucoup de signes qu'elle se raffermit. Alors après, il y a toujours les espérances macro de relance, de plans qui ne servent souvent pas à grand-chose. Le Japon en a fait l'expérience pendant 30 ans avant d'aller mieux. Donc voilà, donc, je ne suis pas très fanat de remettre du risque autour des émergents. Quand on en a, on a fait des choix géographiques et on se laisse porter. Ok. D'accord, très bien. On va passer un petit mot sur la crypto, peut-être. Yves, vous voulez dire un mot ? Le Bitcoin se porte mollement, pas mal de baisses. Il est descendu fugacement et est remonté, mais sous la barre des 60 000 aujourd'hui. Il est quand même bloqué depuis pas mal de temps dans un trading range entre 60 et 70. Qu'est-ce qui explique la situation ? Est-ce qu'on va pouvoir sortir par le haut, par le bas ? Vous attendez de moi un pronostic. Vous avez dû entendre dire que j'avais quelques, connaissances et intérêts pour ce secteur. Alors effectivement, non. Ce que je vais vous dire, pourquoi... Il y a quand même si on prend là aussi un petit peu de distance, même si Bitcoin est encore un teenager, c'est une monnaie alternative, je rappelle, qui s'inscrit sans État, qui fonctionne, qui permet des échanges décentralisés, sécurisés, voilà, qui est une innovation technologique, et ça fonctionne, quoi qu'on dise, comme système de paiement, de réserve, voilà. Bon, c'est un or numérique, comme on l'appelle fréquemment. Alors, la courte existence du Bitcoin nous montre ça peut souffrir à l'avenir de changements, etc., mais pour l'instant de cycles de 4 ans. Oui, tout à fait. Voilà. Avec des phases correctives qui s'étalent sur les 3 derniers cycles, 1 an à 1 an et demi à peu près, avec des reculs entre le top et le creux de 80%. Et puis une phase de bottom, et puis de reprise et d'accélération forte. Et là, quand on regarde bien cette analyse de cycle, on se situe dans la phase
donc année de la récompense, halving, réduction de moitié de la récompense des mineurs. On se situe aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine. Quand on regarde les cycles passés, j'insiste, dans la phase haussière. Et cette même phase haussière, historiquement, connaît des hops très rapides avec des phases de correction. Et à mon sens, c'est plutôt, si on regarde sur le strict point de vue, technique, en termes de vélocité de mouvement du prix, etc., dans la phase de correction de ce qu'on a connu les quelques premiers mois de l'année, fin d'année dernière, premiers mois de l'année. D'accord. Voilà. Donc, il semblerait, sur une lecture vraiment technique, en s'inscrivant dans cette tendance qui est globalement très très haussière sur Bitcoin, dans une phase de correction de la phase précédente haussière, qui sous-entendrait qu'on va plutôt, à votre question, est-ce qu'on va casser par le bas ou par le haut, plutôt à un moment donné, dans les semaines, mois qui viennent, reprendre une phase haussière. Voilà. Après, il y a beaucoup de bruit, de nouvelles sur lesquelles on essaye d'échafauder des explications. Bon, ce qui a changé cette année, c'est l'arrivée massive d'investisseurs de finances traditionnelles, essentiellement aux États-Unis, avec des grands acteurs, des grandes banques traditionnelles, BlackRock, Franklin Templeton, qui proposent même un certain nombre de produits de décorrélation à des clients fortunés, institutionnels, même quelques fonds de pension 401k commencent à investir. Donc il y a eu beaucoup d'argent à travers les produits ETF, donc des produits financiers qui s'exposent à Bitcoin, et qui ont expliqué finalement l'envolée des premiers mois. On a une modification du cycle en fait. L'envolée s'est faite au moment des ETF et on l'a plus au moment du halving. Modification non, mais c'est vrai qu'on a fait un record de prix juste avant, alors qu'on ne l'avait pas fait sur les 3 cycles précédents. Alors encore une fois, d'un point de vue statistique, un échantillon de 4 valeurs, ça ne veut rien dire. Donc soyons prudents. Mais comme cette monnaie vit sur un algorithme, mathématiques, de création, etc. Voilà, on est un peu plus à l'aise pour échafauder des raisonnements qui sont basés sur l'évolution arithmétique du prix de Bitcoin. Voilà. C'est une forme de réponse à votre question. Alors, vous parliez d'or numérique. L'or, lui, c'est pas le Bitcoin, là, il reste sur ses plus hauts, lui. Oui, mais à l'échelle des envolées précédentes de Bitcoin, moi je trouve que le schéma est assez similaire en fait. On est en train de consolider des points hauts. Aujourd'hui, on est allé chercher $60 000 sur Bitcoin, après un plus haut à 72 000 ou 13 000. Bon, à l'échelle de la volatilité de Bitcoin, c'est pas comme ça finalement. Sur une valeur à faible croissance, ça paraîtrait beaucoup cette correction, mais sur un truc comme Bitcoin. Et l'or, quelque part, à mon sens, est en train de fabriquer la même configuration technique. D'accord. Pour les mêmes raisons, en fait. On s'aperçoit qu'on n'a pas évoqué les sujets vraiment banque centrale, monnaie, etc. Mais les dettes qui filent, des programmes électoraux fantasques, tout ça, fondamentalement, ça donne du crédit à l'or et maintenant à cet nouvel outil qui est une monnaie dure, qui est Bitcoin. En tout cas, c'est sa vocation. D'accord. Peut-être que ça ne marchera pas à long terme, mais voilà un peu le fondement de ce qu'on peut dire, à mon sens. Yves, vous n'êtes pas spécialiste du Bitcoin, mais vous, selon vous, là, l'or, ça peut être un actif refuge compte tenu du contexte. J'ai pas grand-chose de pertinent en fait à dire. Yves, c'était très intéressant ce que vous avez dit sur le Bitcoin. On apprend des choses. Moi, ce que j'entends de temps en temps, mais ça, c'est un propos de néophyte. Est-ce que le Bitcoin, c'est des choses que nous ignorons? Est-ce un indicateur avancé d'une nervosité à venir? Je n'en sais rien. J'aime bien ce parallèle avec l'or parce qu'il y a des moteurs fondamentaux qui sont analogues. Oui, tout à fait. Après, il y a aussi une typologie d'intervenants qui, me semble-t-il, diffère entre les deux et avec une volatilité qui est plus grande. Mais comme Yves l'a dit, en rapport à l'algorithme, finalement, il y a une cohérence. Bien sûr. Voilà. Sur l'or, étant connaissant mieux l'ancien monde, ça me semble c'est une base plus solide. Voilà. Ouais. Mais après, il y en a pour tout le monde. Moi, je n'ai qu'un credo sur l'or, c'est l'or physique. D'accord. Voilà. Pas l'or. L'or papier, c'est déjà une réserve. Et l'or, au travers des mines d'or, avec un sous-sol qui n'appartient que très rarement aux producteurs. Ouais. On s'en méfie, comme on se méfie aussi des producteurs de pétrole. Jusqu'aux années 2000,
Je pense que depuis 25 ans, disons que la relation avec les pays qui disposent des réserves ont changé et la relation est à minima plus équilibrée qu'avant, alors qu'avant c'était le producteur, la compagnie internationale occidentale qui tirait les rênes. Donc sur l'or, or physique. D'accord. Alexandre, vous sur l'or? Sur l'or, c'est vrai que par rapport aux crypto-monnaies, les banques centrales achètent de l'or, et notamment les banques centrales émergentes. Donc, on a vu énormément d'achats de la Chine et de la Banque centrale chinoise et des Chinois qui n'ont plus confiance dans leur économie, donc qui achètent moins de crypto-monnaies, mais effectivement qui se remettent sur l'or. Et moins de dollars, qui veulent de l'or. Effectivement, je pense quand même que dans une diversification de portefeuille, d'avoir de l'or, alors physique ou pas, enfin dans un patrimoine, il faut pas chercher à faire du trading dessus, il faut en avoir quasiment de manière récurrente, 2,5%, c'est un peu l'actif Armageddon par excellence, si c'est la fin du monde. Le physique c'est mieux si c'est la fin du monde, puisqu'on peut le récupérer, parce que sinon si vous êtes en tracker, etc., ça peut être un peu différent, mais dans une allocation d'actifs globale sur le risque, en dehors de l'or, il y a un vrai concurrent, c'est la dette américaine, parce qu'elle verse quand même 4, on a 4,20, mais quand même auprès de 4,5%. C'est vraiment l'actif Armageddon. On sait que demain, s'il y avait vraiment un sujet sur l'Europe, s'il y avait vraiment des guerres, l'actif souverain américain, c'est le dernier actif sur lequel les investisseurs vont se réfugier. Donc, en tout cas, pour nos clients, moi, je conseille plutôt l'actif souverain américain, le monde, que de l'or en portefeuille. Ce sera de toute manière plus liquide et ça sera certainement mieux échangeable en cas de scénario très défavorable. Ok. Alors, on va passer à la dernière question. On arrive à la fin de la campagne, une semaine avant le premier tour. Quels indicateurs surveiller pendant ces législatives? Alors, quels vont être les signaux à ne pas louper sur les marchés? Alexandre, vous commencez. On a parlé effectivement du spread. Tout le monde va le scruter. Tout le monde va le scruter, mais d'une certaine manière, on ne sait pas quel est l'œuf de la poule. Parce que finalement, est-ce que c'est un risque? Souvent, on parle de volatilité, mais c'est souvent quand la volatilité est très basse qu'à un moment, il y a un choc et que les marchés effectivement réagissent. Et quand la volatilité est très haute, c'est souvent là où il faut acheter parce que le prix du risque est important. Donc, la principale chose, c'est ça. C'est vrai que, rappelons-nous quand même, la plupart des sondages qui ont été faits lors des grandes élections, on peut parler du Brexit, mais des campagnes présidentielles, évidemment Trump-Biden, à chaque fois les sondages se sont trompés en tout cas, et c'est les surprises qui arrivent, et comme toute surprise, c'est celle qui n'est pas pensée. Et donc, ça va être extrêmement difficile. Je pense qu'il faut gérer, et effectivement, plutôt gérer son risque en portefeuille plutôt que de mettre en place des opportunités qui peuvent finalement être très défavorables. Et il n'y a pas véritablement de signe parce que, encore une fois, ça peut être le autoréalisateur, c'est-à-dire que parce que les marchés baissent, on va dire finalement les élections vont se passer comme ça. En fait, on est dans une situation bien particulière où, quel que soit le signe, d'une certaine, il n'est pas du tout proactif pour le futur. D'accord. Yves, vous, qu'est-ce que vous allez surveiller là ces 3 semaines? Bon, je ne vais pas répéter qu'il faut regarder le spread, mais le spread, c'est la conséquence de ce que disent les responsables des grands partis. Des évolutions de programme. Exactement. Donc, on voit bien que pour certains, ça évolue. Ça on va suivre le débat. On va suivre les débats. Les sondages, alors contrairement, je vais diverger un peu de ce qu'a dit Alexandre et dire un peu de bien de notre pays, de nos instituts de sondage. Concernant les élections en France, ils sont quand même assez bons. C'est pas vrai quand on va outre-Manche, effectivement, mais néanmoins, ayons bien en tête que les législatives, surtout dans le contexte actuel nouveau, c'est une élection à 2 tours. Qui est très compliqué, c'est 577 députés qu'on élit avec une combinaison d'élections locales, et c'est encore plus compliqué cette fois-ci, pour toutes les raisons qu'on connaît. Et donc, à ce titre-là, il faut être prudent. Là, c'est évident. Mais voilà ce qu'on va regarder. On va écouter les discours des uns des autres, comme ce matin, M. Bardella, et puis le prochain, et puis j'ai pas le programme en tête, mais ça discute, et de l'étranger, après un peu l'incompréhension du système électoral français, je crois qu'il y a des oreilles très attentives. D'accord. Nicolas, vous, c'est pareil? Spread, sondage? J'aurais envie de faire un peu de la provoque, c'est-à-dire surtout pas écouter le bruit, puisque de toute façon, sa crédibilité est assez faible.
sérieusement sur le plan des marchés, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Donc, j'irai bien, je regarderai bien. Je vais être attentif à la moyenne mobile à 200 bourses sur le CAC 40. D'accord. Le CAC 40 est le seul indice qui a vraiment décroché. Oui, on va dire ce qui est logique. Même pas 10%. Hein, sur ses plus hauts, qui ne datent pas d'il y a 15 jours, qui datent plutôt de fin avril, début mai. Hein. 9% peut-être. Mais on a rebondi sur la moyenne mobile à 200 bourses. Il y a 4 séances. Donc, on parlait de technique tout à l'heure. La technique sur les actions, les moyennes mobiles, les cycles de 2 ans ou de 4 ans, depuis le Covid. À chacun sa rythmique et ses cycles. Il y a des cycles dans les cycles. La moyenne mobile à 200 bourses, c'est le seul indice l'indice français, qui a été dans cette configuration. Donc, je vais avoir aussi envie de regarder le spread entre un Eurostoxx et un CAC 40 pour voir la vitesse relative de l'un par rapport aux autres, qui peut nous dire la même chose qu'un spread de taux. Oui, c'est vrai. On verra une désynchronisation. Et puis, c'était histoire de vous trouver quelques éléments de réponse. Donc, l'analyse technique, quand tout fout le camp. On revient sur la base et sur ce qui est factuel, alors. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché aujourd'hui. Merci Alexandre Ezès, stratégiste du groupe Richelieu. Merci Yves Maillot, président de Diem Capital. Merci Nicolas Brault, directeur associé au Tingre Banque Privée. Merci beaucoup. Merci. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, dans Marché à thème, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Jean-Jacques Oana, qui va nous proposer, comme tous les mois, une analyse et un décryptage des marchés à l'aide des outils de l'intelligence artificielle. Donc, Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre de la FinTech AI for Alpha. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Jacques, le risque politique s'est invité sur le marché au soir des résultats des élections européennes et l'annonce de la dissolution qui a suivi, évidemment. Alors on parle d'ailleurs d'un effet dissolution. C'est ce que vous avez pu observer, vous, sur vos outils pour décrypter les marchés ? Tout à fait. Alors ce que nous voyons, par exemple, dans nos indicateurs de liquidité, c'est que la liquidité, finalement, depuis l'annonce de la dissolution, s'est tendue sur les marchés. Ouais. Elle était déjà en tension, mais ce que nous voyons notamment au travers de l'écartement des spreads de crédit, bien sûr, mais surtout des spreads gouvernementaux. Donc par exemple le spread France-Allemagne, qu'il va falloir garder à l'œil ces prochaines semaines, s'est écarté à peu près 80 points de base. On est un peu moins aujourd'hui, mais il faut 75, 73. Voilà, donc il faut garder en tête ce niveau des 80, parce que ce niveau des 80, finalement, c'est le plus haut qui avait été atteint lors des différentes petites crises finalement financières qui ont émaillé le marché financier, les marchés financiers depuis la crise de la zone euro de 2012. D'accord. Il faut remonter quand même à 2012 pour voir un niveau aussi élevé. Et dans le sillage de cet écartement, nous avons connu des écartements de spread sur l'Italie et l'Espagne, mais qui sont beaucoup plus modestes. Donc on voit qu'il y a eu une onde de choc. Ouais. On voit que finalement l'épicentre du tremblement de terre est la France. Pour l'instant, ça reste modeste. Ouais. C'est pas un niveau qui est extrêmement alarmant. Cela reflète surtout l'incertitude. D'accord. L'incertitude qui peut remporter l'élection, de qui pourrait gouverner, de comment il gouvernerait et de surtout quel programme. Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. Donc, cet ensemble d'incertitudes justifie pleinement qu'on soit au niveau de 80 points de base. Les agences de notation aussi, finalement, ont emboîté le pas à ces événements. Cependant, ça peut aller beaucoup plus haut. Donc, il faut garder en tête... À quel moment on se dit qu'on a franchi le niveau d'alerte, alors ? Le niveau de symbolique des 100 points de base, à mon avis, est extrêmement important. Ouais. Ce qu'il faut avoir en tête, et je pense que c'est aussi bien politiquement que financièrement, c'est que le prochain gouvernement va gouverner sous contrainte. Oui, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est annoncé ne pourra pas être implémenté dans tous les cas.
parce que la contrainte est forte. Nous sommes dans un régime plus inflationniste. La Banque centrale européenne n'est pas prête aujourd'hui à aider ou à acheter des dettes souveraines. Bien sûr, ouais. Les budgets, au niveau budgétaire, on sait que finalement l'ensemble des pays du G7 n'ont respecté aucune contrainte. Les États-Unis au premier chef, mais tous les pays européens. La France n'est pas en reste, puisqu'on a un déficit budgétaire de 5,5% du PIB, ce qui est l'un des plus élevés de la zone euro. Ouais, on s'est fait taper sur les doigts par Bruxelles, d'ailleurs. Absolument, absolument. Et donc, finalement, ce qui est important de garder en tête, c'est que finalement, les contraintes sont tellement importantes que les contraintes pèseront sur les différents programmes. D'accord. Il faut l'avoir en tête. Alors après, en ce qui concerne les marchés financiers, la situation n'est absolument pas alarmante. On voit des marchés américains qui sont tout à fait sur leur plus haut. Oui, il y a une désynchronisation complète entre l'Amérique et la France. Et Puis même, on voit le Japon qui tient extrêmement bien sur ses plus hauts. On voit des performances, des performances régionales qui favorisent notamment le S&P 500 qui est à peu près à 15%. Le Japon doit être environ aux alentours des 15%. Mais ce que nous voyons, c'est une polarisation sectorielle qui interroge. C'est ça, finalement, le principal événement de ces marchés à la mi-année, finalement, quasiment. Alors, pour donner une idée, pour chiffrer cela, par exemple, on est à Nvidia, qui est maintenant la première capitalisation mondiale, quasiment égalité avec Microsoft. Ils jouent à saut-de-mouton avec Microsoft et Apple. Oui, c'est quasiment pareil entre les trois premières. On est à 150-160% de performance depuis le début de l'année. Sur le S&P, les 10 premières valeurs du S&P, on est à 30%. Sur le S&P 500, on est à 15%. Et sur le S&P Equal Weighted, donc équipondéré, si on équipondérait les valeurs du S&P... valeur et pas par la capitalisation. Absolument, on serait à entre 4 et 5%. Voilà. Donc cela donne une idée de la disparité vertigineuse entre les secteurs et de la polarisation du secteur technologique aux États-Unis. Alors cette polarisation, on la retrouve en partie dans d'autres zones, mais pas du tout selon cette magnitude. Donc en réalité, cela interroge, cela montre aussi qu'il y a une bulle, parce qu'il y a des achats frénétiques qui se portent autour du thème de l'intelligence artificielle et qui se dirigent de manière moutonnière, notamment sur Nvidia. Il y a une partie qui est justifiée et une partie, forcément, qui n'est pas justifiée. Et c'est dû à quoi, ça? Notamment, je sais pas, à la finance algorithmique des produits dérivés type ETF sur l'intelligence artificielle. Alors, ça peut expliquer en partie dans une bulle, il y a toujours une dimension fondamentale qui est justifiée. Et notamment, on voit que Nvidia bénéficie à plein, finalement, de la nouvelle donne sur l'intelligence artificielle, des nouveaux usages, de l'augmentation de productivité et du besoin de mémoire, de machines. Donc en fait, aujourd'hui, Nvidia a des participations dans tous les leaders de l'innovation dans le generative AI. Parce que tout simplement, à chaque fois qu'il y a une société innovante dans le generative AI, ils deviennent les plus grands clients du cloud, soit donc Microsoft ou Apple ou Amazon. Et puis, ils deviennent aussi les clients de Nvidia. Et finalement, les fournisseurs rachètent aussi les petites pépites et qui deviennent des grosses pépites également. Cela se voit dans tous les leaders. Donc, il y a cette part justifiée. Et puis après, il y a une part moutonnière où finalement, on se dit comment jouer l'intelligence artificielle. On arrive à la conclusion que c'est Nvidia. Et finalement, Nvidia polarise tous les flux. Alors, vous avez raison, on achète soit Nvidia en direct, soit Nvidia au travers des multiples ETF sectoriels, thématiques, des méga trends, etc. Donc, de tout ce qui est à la mode, finalement. Et donc, cette mode se traduit par des performances qui sont stratosphériques. Et on ne sait plus très bien, finalement, il n'y a plus de notion de valorisation. Voilà. On ne sait plus, on est plus sur personne. PER démentiel et voilà. Voilà. Alors maintenant, on sait
que cette bulle frénétique va imploser, mais on ne peut pas savoir quand. Donc, et d'autre part, aujourd'hui, il y a des raisons d'être plus inquiet sur les marchés qu'il y a 6 mois parce que, on l'a dit, la liquidité se tend. C'est pas seulement la France. C'est-à-dire qu'on avait des liquidités qui étaient vraiment très importantes en début d'année. Mais aujourd'hui, il y a des incertitudes sur les politiques monétaires. Voilà. On voit que finalement, la Réserve fédérale est très hésitante, qu'elle va délivrer probablement des baisses de taux, mais beaucoup plus modestes que ce qui était attendu en début d'année. Et donc, finalement, le trend de contraction de la liquidité ou de tension des spreads de crédit, d'augmentation des volatilités, c'est un trend finalement qui est diffus. C'est comme une sorte de poison lent qui se diffuse dans les marchés, mais c'est un poison extrêmement lent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet demain, vous voyez. Oui, bien sûr. Il y a des raisons d'être inquiet, mais dans un espace de temps qu'on n'est pas pour l'instant capable de préciser, peut-être à 6 mois, peut-être à 3 mois, peut-être après les élections américaines. Et finalement, il y a des raisons d'être inquiet aussi par la présence de ces bulles spéculatives. Il y a des raisons d'être inquiet par les disparités de performance qui sont vraiment malsaines, parce que ce serait intéressant pour la pérennité de ce marché haussier qu'il y ait un rééquilibrage. Donc on retrouve par exemple des intérêts sur le value. C'est ce qu'on a eu à un moment avec la hausse des matières premières, la hausse de l'or, la hausse du pétrole, le pétrole qui est revenu d'ailleurs, la hausse du cuivre, un moment qui était le leader. Bien sûr. Et ce rééquilibrage pourrait être extrêmement intéressant dans la perspective d'un marché haussier mieux entretenu et plus soutenable. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc il va falloir être attentif à la disparité, aux bulles et à la liquidité. Et ce seront les 3 clés de voûte, finalement, du futur scénario sur les marchés financiers. D'accord. Et en termes de disparité régionale, il faut être aussi très attentif à ça, là, parce qu'on voit que c'est quand même très différent. On a le Japon, effectivement, l'Europe, les US, la France qui fait figure d'ovni, là, compte tenu du contexte. Mais est-ce qu'on pourrait retrouver une tendance globalement positive sur toutes ces différentes places ? Alors, je pense qu'une des clés finalement du rééquilibrage aussi régional, c'est aussi le rééquilibrage entre le value et la croissance, entre les valeurs décotées et les valeurs de croissance. Donc, la performance des matières premières, les performances des banques. Je pense que pour l'instant, la France, il ne faut pas non plus surinterpréter ce qui se passe sur la France, parce qu'il y a trop d'inconnus, et qu'au fur et à mesure que les inconnus vont être levés, finalement, on verra comment les marchés vont réagir. Et donc, je ne crois pas qu'il faille surinterpréter ce qui se passe sur les marchés par rapport à toutes les incertitudes aujourd'hui qu'on a sur la future politique économique et la future politique budgétaire. Ce qui est intéressant, c'est juste de voir que les marchés et les investisseurs sont à cran. Ils ne pardonneront pas des hésitations ou des erreurs manifestes, des dérives budgétaires importantes. Il y aura une sanction immédiate des marchés financiers. Il n'y a pas cette marge de manœuvre aujourd'hui. Qui a pu exister dans le passé. Quand Trump est arrivé au pouvoir, le déficit n'était pas tel qu'il est maintenant. Il y en avait sous le coude. Là, aujourd'hui, que ce soit les US comme la France ou... Les US, c'est un peu différent parce que les US, si vous voulez, c'est quand même une union monétaire qui est accomplie. Il y a une garantie de la Réserve fédérale. Je dirais qu'aux US, la défiance finalement sur la politique budgétaire, elle se traduit par une hausse de l'or, une hausse des cryptos. Vous voyez, finalement, elle se traduit monétairement et elle se traduit par la devise. En Europe, il n'y a pas cet ajustement possible. Et donc la sanction se fait par les spreads et donc elle est plus brutale. Et dans ce cadre-là, étant donné que la France, pour l'instant, est sous observation, à la fois de Bruxelles, peut-être aussi de la Banque Centrale Européenne, des agences de notation, certainement, et des investisseurs, il n'y a pas cette marge de manœuvre aujourd'hui. Et donc, à la fois, il ne faut pas surinterpréter la réaction des marchés, compte tenu de l'incertitude. En même temps, les marchés nous donnent une indication très claire de ce qui est possible de faire et de ce qui n'est pas possible de faire. Et en ce qui concerne les disparités régionales, elles seront résorbées
si les matières premières se comportent mieux, s'il y a une stabilité financière, s'il n'y a pas d'instabilité politique majeure. D'accord. La prudence est de mise, donc on va attendre. Merci beaucoup Jean-Jacques pour cet éclairage des marchés à l'aune de l'intelligence artificielle. Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre de la FinTech et i4Alpha, était l'invité de Marché à thème ce soir dans Smart Bourse. Notre émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous demain à 17h pour une nouvelle édition de Smart Bourse avec Nicolas Panier.